Je note d'ailleurs que la corporation journalistique, qui d'habitude est assez prompte à s'indigner de ce genre d'actes racistes, a peu réagi ou pas réagi du tout même. Peut-être que les nuances chromatiques ne sont pas idéales pour elle. Le code pénal n'est plus du tout appliqué concernant ces crimes et délits, ces crimes de sang, des trucs abominables auxquels on ne peut pas trouver la moindre excuse. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue DAC. Et non, c'est pas une revue d'actualité. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau format. Ce format, ça s'appelle... Comment il s'appelle? Putain. Ce format, il s'appelle l'Inquisitalk. L'Inquisitalk, c'est quoi? C'est un entretien. On va recevoir des personnalités politiques, médiatiques ou culturelles. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur poser plein de questions. Des questions sur l'actualité, des questions sur leur actualité et des questions sur le futur. Et entre ces questions-là, on va faire des petits jeux marrants, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Et aujourd'hui, pour ce premier numéro de l'Inquisitalk, j'ai le plaisir, que dis-je? J'ai l'honneur de recevoir Monsieur Laurent Oberton. Mais avant tout, je t'invite à liker, à partager, à commenter et surtout à t'abonner à la chaîne de Georges qui upgrade de fait, de facto. Bah oui, les studios sont plus grands, il y a plus de moyens. Voilà. Vous êtes sur la chaîne de Georges et vous regardez le seul et l'unique Inquisitalk de France et de Navarre. On se sépare. Et avant de plonger dans le cœur de la vidéo, je vous présente plus le sponsor de cette vidéo, c'est l'indispensable pour la navigation privée, j'ai nommé Atlas VPN. J'ai la chance de travailler avec Atlas VPN sur plusieurs de mes vidéos et de l'utiliser moi au quotidien. Et je vais vous en parler aujourd'hui. Et oui, je pense qu'aujourd'hui, le VPN devient de plus en plus indispensable pour votre navigation. C'est simple, tu te connectes, tu choisis ton pays préféré ou pas, hein, c'est comme si tu étais là-bas. Si par exemple, tu es expatrié dans un autre pays que notre beau pays qu'est la France, pas de problème. Je peux comprendre. Sur ton interface Atlas VPN, tu choisis la France et ta navigation sera la même que si tu y étais. C'est une belle illusion, c'est un tour de magie, un tour de passe-passe. Tu pourras notamment profiter des films français qu'on aime tant, même si tu es en Asie ou ailleurs. Que sais-je? Atlas VPN a été créé en 2019 par des pros en cybersécurité et par des ingénieurs high-tech. Et ils ont pour mission de rendre le web plus accessible. Et beaucoup de monde est satisfait, puisqu'ils ont plus de 6 millions d'utilisateurs. Pour le Black Friday, Atlas VPN te propose la meilleure offre du marché, à savoir 1,70$ par mois plus 6 mois supplémentaires, avec évidemment garantie de remboursement de 30 jours. Protège ta navigation, tire les avantages de tes différentes localisations, tout ça pour un prix très attractif, voire très bas même. Si ça t'intéresse, je te mets toutes les infos en description et fais vite parce que c'est une offre limitée. Grâce à Atlas VPN, tu navigues en toute sécurité car personne, je dis bien personne, ne pourra te traquer. En plus, ta navigation sera fluide car tu évites les pubs, les liens malveillants et tous les trackers indésirables. Enfin, Atlas VPN te donne l'alerte si quelqu'un essaie de te voler tes données. Alors, c'est quoi les avantages d'un VPN? Déjà, tu as l'avantage bien connu que vous savez tous, c'est avoir accès au catalogue des sites de streaming du monde entier. Netflix, Amazon, Disney+, etc. Tu peux aussi bénéficier de prix plus bas en jouant sur ta localisation. Tu pourras trouver des meilleures offres, que ce soit pour faire du shopping en ligne ou même pour tes prochains vols et hôtels. Et oui, en fonction des pays dans lesquels tu trouves, le prix des destinations n'est pas le même. Bref, le VPN te permet de naviguer autrement sur Internet et de bénéficier de chaque localisation. Et évidemment, de ne pas te faire traquer. Gros avantage, surtout qu'aujourd'hui, certains sites ne s'ouvrent pas sans VPN. Te fais pas la liste des sites qui s'ouvrent pas sans VPN? On sait de quoi on parle. Et parmi les avantages d'Atlas VPN, abonne-toi une fois et tu pourras protéger tous tes appareils, que tu sois sur Mac, PC, Android et iOS. Si ça t'intéresse de profiter d'Atlas VPN Premium à 1,70€ par mois et de bénéficier de 6 mois gratuits pour le Black Friday, je te glisse le lien dans la description. Attention, c'est une offre à durée limitée, vous le savez. Il y a une seule personne très virulente. Tu vas pour les aides? Toi, tu fais quoi, toi? Toi, tu veux juste ramener la haine. C'est pas des poitrines. Sale blanc de merde, tu dis. Sale blanc de merde? Sale blanc de merde, je répète. Mais ça, c'est pas raciste. Je dis blanc de merde. Donc là, on a une personne, une dame, qui insulte Vincent Lapierre de sale blanc de merde. Qu'est-ce que ça t'évoque? Eh ben que, à mon avis, moi je suis pas surpris par ça et je pense pas qu'on doive l'être. On voit ça plus ou moins tout le temps. La plupart du temps d'ailleurs on ne le voit pas, puisque ça n'arrive pas jusqu'à nos yeux ébahis. Je note d'ailleurs que la corporation journalistique, qui d'habitude est assez prompte à s'indigner de ce genre d'actes racistes, a peu réagi ou pas réagi du tout même.
Peut-être que les nuances chromatiques ne sont pas idéales pour elle. Il suffit d'aller dans la rue, il suffit de taquiner un petit peu, d'être un peu taquin sur certaines questions de société pour avoir des réactions de ce genre. C'est assez banal finalement. Et donc sous le vernis, les micro-trottoirs de Quotidien, de France Info, de machin, etc. sont pas très représentatifs. Ceux de Vincent Lapierre, à mon avis, le sont beaucoup plus. Et évidemment, il n'a pas coupé au montage ce qui a été coupé dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres montages. Et à force, ça devient même compliqué de faire un montage qui soit compatible avec le très bien vivre ensemble. Ça fait une vidéo très courte. Voilà, ça devient compliqué pour tout le monde. Un autre événement qui marque notre actualité, c'est le conflit israélo-palestinien et son exportation, ou plutôt, devrais-je dire, son importation en France. Et c'est la deuxième image sur laquelle j'aimerais te faire réagir. C'est les manifestations interdites, mais qui ont eu lieu, la magie opère, de personnes en soutien à la Palestine. Israël, assassin, Macron, enfant de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. On reconnaît le folklore breton. Comment expliques-tu la rapidité avec laquelle les musulmans de France s'identifient aux Palestiniens et prennent parti dans ce conflit-là? C'est intéressant de voir que leur allégeance primordiale, fondamentale, est celle de leur communauté religieuse. En tout cas, les personnes qu'on a vues ici, et qui sont pas, à mon avis, une infime minorité, comme on nous le répète toujours, puisqu'il y a ceux qui manifestent, il y a ceux qui soutiennent, ceux qui par la pensée, mais en tout cas, il y en a assez peu qui se sont désolidarisés, si je ne m'abuse. Donc, une fois de plus, c'est une démonstration d'à peu près tout, c'est-à-dire l'impuissance magistrale de l'État qui dit c'est interdit, ils le font, ah bon, eh ben tant pis. Et des communautés qui vivent dans notre pays sans qu'on n'en ait à aucun moment pris la mesure, on importe ces communautés depuis des décennies sans jamais qu'on finisse par se dire peut-être qu'on est en train de ne plus faire un pays, mais des dizaines de communautés rivales et potentiellement menaçantes et potentiellement dangereuses. Et je ne parle pas que de l'ordre public, mais de la tranquillité des individus. À partir du moment où n'importe quel conflit mondial s'exporte dans nos rues, évidemment, on est à la merci d'à peu près toute l'actualité, de toutes les manipulations d'images, etc. Enfin, ce genre d'événement, malheureusement, existait déjà quand j'étais fort jeune, quand j'ai commencé à m'intéresser à la chose politique, et ne peut que prendre de l'ampleur, puisqu'il y a le pouvoir de l'image, le pouvoir de la circulation de l'image, et surtout le poids grandissant de ces communautés qui sont de plus en plus radicales. Tu t'es fait connaître avec un livre, c'est La France Orange Mécanique, dans lequel tu analysais déjà la sauvagerie dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Comment tu expliques que cette sauvagerie, quasiment ce gore, soit tolérée dans nos sociétés au point où, alors, tu en as parlé sur Twitter, une grand-mère qui se fait, je crois, violer et puis qui meurt des suites de ce viol, ne fasse pas une émotion nationale, n'entame pas, alors je parle pas d'appel à la haine ou quoi, mais qu'il n'y ait pas une prise de conscience. Comment les gens ont fait pour s'habituer? Surtout que le violeur présumé a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Il a reconnu les faits. Le parquet avait requis son maintien en détention et il a été remis en liberté. C'est assez démonstratif. Et ça montre que l'État a été extrêmement faible avec la barbarie. Il l'est encore, la justice aussi. Il y a toute une mise en place d'une culture de l'excuse qui date pas d'hier, mais qui est vraiment très prégnante en France. Le code pénal n'est plus du tout appliqué concernant ces crimes et délits, ces crimes de sang, des trucs abominables auxquels on ne peut pas trouver la moindre excuse. C'est devenu normal de ne pas appliquer la loi dans notre pays. Et par ailleurs, on a fait peser sur le citoyen moyen une pression morale extrêmement forte. C'est à lui qu'on va dire, comme l'a dit Brigitte Macron après l'attentat d'Arras, il faut tolérer et il faut de la bienveillance. Ça veut dire l'autre en face, il a des couteaux, il a violé la dame de 93 ans sur son lit d'hôpital, était atteinte de démence, etc. On s'en occupe pas. Par contre, il est victime de la société, je sais pas, du chômage, c'est la police, peu importe l'excuse qu'on va lui trouver, mais il y a des gens qui travaillent pour ça.
Et Monsieur Moyen, en revanche, le contribuable, celui qui se fait racketter par l'État tous les jours, lui, il est réceptif au conditionnement. Donc si on lui explique que c'est la société, il le prend pour lui, et donc c'est à lui qu'on va dire il faut tolérer. Tolérer, ça veut dire endurer une situation pénible. Elle est de plus en plus pénible, mais Monsieur Moyen se dit qu'il paye là un peu son petit tribut. Après tout, il a une carrière réussie, il a de l'argent, le monde va mal, il y a des endroits qui sont plus difficiles, donc bon, quelque part, voilà, c'est l'oppression de la société tout entière. Il s'en accommode. Et il serait pour lui plus grave et plus dangereux de s'indigner contre ça, de se dresser en disant mais l'État ne fait rien, ces gens sont des sauvages, ce genre de terme le mettrait tout de suite, il serait accusé, le fameux chantage à l'extrême droite, vous êtes raciste, vous êtes machin, tout ça, et c'est à cause de ça que ces gens se comportent comme ça, enfin voilà, donc toujours pareil, c'est votre faute, taisez-vous et continuez à payer. Et malheureusement, le citoyen français, de par sa passivité, est largement comptable de cette situation. C'est-à-dire que c'est facile de dire c'est la politique, ça fait c'est Macron, avant c'était Sarkozy, avant c'était Hollande. Certes, la politique, l'administration française a vraiment tout fait pour que cette situation devienne un enfer, mais Monsieur Moyen, lui, n'a rien fait pour l'en empêcher. Et à partir du moment où on fait rien, eh ben on consent, en quelque sorte. Et malheureusement, c'est aussi ça que j'essaie de dire. J'essaie d'en appeler à la responsabilité individuelle pour que bah, il y ait cette fameuse réaction qu'on attend tous et qui commence à vraiment devenir urgente. Tout à l'heure, on a mentionné la faiblesse de l'État par rapport à ce qu'on peut clairement appeler des ennemis de notre société. Je veux dire, quand tu violes une grand-mère de 93 ans, tu n'es pas forcément un allié. Un épisode qui a collectivement marqué les consciences, je crois, c'est les émeutes qu'on a eues cet été, et c'est lié à cette histoire d'impuissance de l'État. Comment tu as analysé ces émeutes-là, et surtout comment as-tu analysé la réponse judiciaire ou pénale que les émeutiers ont, auxquels se sont fait face les émeutiers, pardon? Et un point intéressant avec ces embrasements et aussi de voir que l'État, donc évidemment, s'adapte complètement. C'est pas les gilets jaunes, c'est pas quelque chose qui répond à des normes civiques à la française. C'est-à-dire qu'il sait qu'il aura très peu d'influence. Son pouvoir est très limité parce que d'une part, il s'interdit d'utiliser des moyens de coercition importants puisqu'il pourrait encore aggraver la situation. Donc il préfère cette espèce de logique de soumission, tout en donnant une image dans le discours qui va rassurer, tranquilliser M. Moyen. Donc c'est à ça que sert un ministre de l'Intérieur, de se rendre sur place, de condamner avec fermeté, de mettre en place un numéro vert, des réponses fermes. Le citoyen va se dire, bon, ça va, il y a encore quelque chose, il y a encore une autorité, en espérant que le mouvement d'émeute va s'essouffler, s'effondrer de lui-même, ce qui est la plupart du temps le cas, puisqu'au bout d'un moment, il n'y a plus rien à brûler. Les grands disent aux petits, bon, vous êtes bien gentils, on s'est bien amusé, maintenant, il faut quand même que les affaires puissent reprendre, donc on va s'arrêter là. Et ils ont été sûrement débordés eux aussi, hein. Les médiateurs dans les cités ne sont pas les maîtres du monde, mais à un moment, c'était certain que ça allait revenir à peu près au statu quo, donc on va pouvoir recommencer, redéverser l'argent du contribuable absolument en pure perte, et la vie va reprendre son cours jusqu'à la prochaine étincelle. Mais comme on l'a dit, il y a toujours plus d'immigration, toujours plus de communautés isolées, radicales, toujours plus d'argent à récupérer auprès du contribuable. Il n'y a aucune raison que les choses s'améliorent. Et les policiers sont malheureusement de plus en plus désarmés parce que, encore une fois, la pression médiatique d'événements de ce genre, on va la faire peser sur eux. C'est-à-dire que c'est le policier, c'est lui qui a tiré, c'est lui qui était là, c'est lui qui a tutoyé, c'est lui qui a contrôlé le faciès, enfin, hein, c'est la police, c'est systémique, c'est l'oppression, c'est la société. Et encore une fois, donc, ça va être à lui, c'est lui qu'on va surveiller, qui aura les flics, que les flics, la police des polices, les médias, les juges, etc., sur le dos. Et donc, c'est à lui de modérer de moins faire son travail, en quelque sorte. C'est ça qu'on attend de lui. Évidemment, le citoyen attend le contraire, et il comprend pas pourquoi on l'envoie sur le bord des routes, le contrôler, l'emmerder, enfin. Et pour l'État, la seule préoccupation est que ça tienne le plus longtemps possible, que les impôts continuent à être ponctionnés, et que, voilà, les dégâts liés aux émeutes sont pas du tout un problème pour lui, puisqu'en plus, Monsieur Moyen, le contribuable de base, va avoir tendance à
vouloir que l'État soit encore plus fort. C'est-à-dire l'État lui prend tout, l'État est contre lui, et c'est l'État qui est en faillite complète sur le monopole de sa sécurité, et il imagine que c'est parce qu'il n'a pas assez. Donc il faut qu'il prenne encore plus, qu'il ait encore plus de lois liberticides, sécuritaires, machin, tout ça. Et M. Moyen se dit jamais que si on met des caméras partout, si on contrôle ses réseaux sociaux, etc., c'est pour lui qu'on est là en fait. C'est contre lui qu'on va agir, hein, véritablement, si besoin est. Parce qu'il est le seul à y être sensible. J'aimerais aborder aussi la question parce que dans ces émeutes-là, tout comme dans les récents événements liés au terrorisme à Arras, on salue le MRAP et le Parti communiste, on a des associations qui s'illustrent dans la défense de ces personnes-là, dans la défense des menaçants, de ceux qui créent l'insécurité. On ne peut pas penser que ces gens-là soutiennent les délinquants par pure naïveté. Ce serait, je pense, se tromper. Mais alors, qu'est-ce qui explique qu'elles aient pris le parti de l'ennemi, qu'elles aient pris le parti d'aller à l'encontre de la nation et des Français? Ces associations de malfaiteurs, hein, je crois qu'on peut les appeler comme ça, sont motivées par une forme de compétition morale. C'est une logique masochiste peut-être au départ, qui confine à une logique suicidaire, hein, puisqu'effectivement, le but est d'aller le plus loin possible dans le reniement de ce qu'on est, dans l'auto-remplacement de soi actif, pour le coup, vraiment militant, exaltant, ou à des individus qui sont réellement persuadés que c'est ce qu'ils doivent faire, et c'est comme ça, je pense, leur seul moyen de se faire pardonner de vivre, de se sentir bien en faisant ça, et en se persuadant réellement que c'est la seule chose à faire pour le bien-être de l'humanité. Et il y a des mécanismes psychologiques, hein, d'autosuggestion qu'il ne faut pas négliger, sans parler forcément de naïveté, mais d'être réellement convaincu, de se convaincre entre soi. Il faut imaginer, hein, ce sont des groupes sociaux très très fermés, et que on est tous... l'idéologie, c'est sa particularité, sa grande force, c'est une croyance avant toute chose, qui va réfuter tout fait rationnel, toute réflexion extérieure, tout ce qui peut venir la mettre en danger, même générer le début d'un doute. Et au contraire, face à ça, il faut toujours plus de radicalité pour se rendre complètement hermétique au réel, finalement. Il faut tordre ce réel dans tous les sens et continuer à penser que les autres sont simplement des méchants qui sont animés d'intentions nauséabondes, qui rêvent de ratonner, qui rêvent de faire du mal aux gentils immigrés. Et malheureusement, je pense que dans beaucoup de milieux étudiants, dans les boomeuses qui s'ennuient, il y a beaucoup de profils psychologiques types qui sont vraiment très intéressants à analyser. Eh bien, on se trouve là une quête existentielle, en quelque sorte, quitte à mettre fin à tout son héritage. Mais c'est quelque part un beau défi et ça doit représenter pour ces gens un réel pouvoir. Alors c'est un pouvoir de nuisance, mais quand même. Ces associations, et tu l'as aussi mentionné, les milieux étudiants sont souvent très marqués à gauche, hein. On sait, même on l'a vu avec le soutien à demi-mot de l'extrême gauche pour le Hamas, on sent que cette gauche-là recherche activement la fin, entre guillemets, de notre civilisation. Et si je dis cette gauche-là, c'est que parallèlement s'élèvent à gauche de l'échiquier politique des gens qui se revendiquent de gauche mais qui n'acceptent pas. Je pense notamment, bon, c'est à prendre avec des pincettes, mais à Fabien Roussel ou à d'autres, Georges Kuzmanovic, qui est depuis passé dans le camp souverainiste. Est-ce que tu penses que la période que nous vivons actuellement va aboutir à un clivage au sein même de la gauche qui va départager les progressistes et l'aspect un peu plus souverainiste de la gauche? Il est possible que d'un point de vue pragmatique, pas forcément pour des raisons idéologiques, mais que la gauche, une partie de la gauche en vienne à se dire, comme Roussel l'a fait, comme il l'a vu faire au Danemark, on l'a vu dans d'autres pays, de se dire, si jamais ça devient vraiment intenable, l'insécurité et l'immigration, peut-être qu'on pourrait modifier notre discours sur ces plans-là, notamment l'argument assez fort de dire que si les frontières sont ouvertes, il n'y a pas de société sociale possible. Il y a pas elle serait totalement, comme ce qui est en train de nous arriver, elle serait très vite mise en pièces et balayée. Donc de jouer sur ce tableau-là en disant, ok,
la gauche, oui, mais sur les bases civilisationnelles qui sont les nôtres. Et ça, à mon avis, ça pourrait être un discours à peu près audible et porteur. Donc, je sais que la gauche est en train de s'entre-déchirer là-dessus. Et elle est évidemment en son sein sujette à de très fortes pressions, puisque quand on parle de LFI, Obono, Mélenchon, il ne faut pas oublier qu'ils ne visent pas la gauche à papa, ils ne visent pas l'ouvrier qui sort de l'usine, ils visent les jeunes étudiants, ils visent une partie du public issu de l'immigration, mais en particulier le jeune public urbain, citadin, étudiant, sciences sociales, etc. Et donc, ce n'est pas du tout les mêmes référentiels que la gauche d'avant. Donc le pari à la Roussel, c'est peut-être pour ça qu'il ne paye pas franchement. Il fait sourire gentiment le mec de droite en disant « Ah, c'est bien, il mange de la viande », mais politiquement, ça a du mal encore à se traduire en termes de masse électorale. Le pari de Mélenchon vise un public plus large, et en espérant que l'immigration suive le mouvement, là c'est la limite du pari de Mélenchon, c'est qu'à mon avis ce ne sera pas le cas. C'est-à-dire certes la Seine-Saint-Denis va voter majoritairement pour lui, mais la réalité, c'est que la Seine-Saint-Denis vote très peu, et l'immigration votera bientôt pour elle-même, dès qu'elle en aura l'occasion. Donc Mélenchon et ses amis vont se faire déborder de ce côté-là aussi. Donc, pour des partis communautaires je pense, oui, que ça va arriver très vite, et que ce sera difficile de faire autrement. C'est, à mon avis, la seule porte de sortie de la gauche à l'heure actuelle. À moins d'adopter... voilà, un discours communautaire à gauche, exactement, ce qui serait un peu contre-intuitif. Et maintenant, place au premier jeu. Le premier jeu, ça va être un « Tu préfères ». Pour ce premier jeu, et je ne sais pas si tu connais le principe du « Tu préfères ». Ça va de soi. C'est je te pose une question et tu me dis ce que tu préfères. Première question, tu préfères subir un cours d'1 heure sur l'immigration en France par Karim Benzema ou faire un cours d'1 heure sur l'immigration en France à une classe de Karim Benzema? Waouh, la deuxième. Je préfère faire le cours quand même. À une classe de Karim Benzema? Faut tenter. On peut tenter. En cas d'attaque sur notre sol, tu préfères être défendu par la rédaction de Libération ou par les membres de Europe Écologie Les Verts? Mon Dieu, c'est à peu près le même foutu pour foutu. Je me débrouillerai, quoi qu'il arrive. Ouais. Qui peut défendre le mieux, quoi? Peut-être que, je sais pas, Libération, ils ont plus de vigiles autour d'eux la plupart du temps. Europe Écolo. Donc on va plutôt prendre Libération. Ils peuvent faire opposition avec leur corps. Oui, voilà, oui. Tu préfères écrire un livre de 300 pages pour justifier les émeutes pour Naël ou ne plus jamais écrire? Ne plus jamais écrire. Tu préfères être la femme de Quatennens ou le mari de Sandrine Rousseau? Protège d'Enfourny. La femme de Quatennens, parce que j'ai quand même une bonne droite. Ok. On va passer à la deuxième partie de cet entretien. C'est sur le livre que tu as sorti récemment. Pour ta rentrée littéraire, tu décides d'aborder la question des relations hommes-femmes. C'est un sujet, excuse-moi, sur lequel on t'attend peu. Pourquoi avoir choisi ce sujet pour ton livre? Il y a une longue réflexion. Moi, en réalité, c'est peut-être un des sujets qui m'intéressait le plus depuis que je suis en âge de m'intéresser à ces sujets de société, à l'anthropologie. La sécurité, l'immigration, très bien, mais ce sont des questions un peu qui sont subies, parce que c'est une urgence qu'il faut gérer. Donc on évacue d'abord l'eau de la cale, et après on pense à faire un beau voyage. Et cette question-là me frappe, parce que je vois mes contemporains qui s'intéressent à un tas de choses, qui sont très pointus intellectuellement sur beaucoup de sujets, et sur cette question qui est quand même la clé de la vie, c'est-à-dire avec qui est-ce qu'on partage notre vie, comment ça marche, avec qui on se reproduit, pourquoi on se reproduit, est-ce qu'on se reproduit ou pas. La question est quand même préoccupante aujourd'hui. Je constate que il n'y a pas vraiment d'interrogation. On cherche plus à se connaître soi-même, et c'est un peu dommage. Donc avec ça, j'ai essayé de remettre Monsieur Moyen aussi, de lui rappeler le divertissement, les écrans, c'est très bien, mais attention, à côté de toi, si tu as de la chance, il y a une personne dans ton lit qui partage ta vie, et peut-être que ça vaudrait le coup de s'interroger un petit peu sur ce que vous êtes en train de faire, sur le sens que ça a, pourquoi, etc. Et je constate vraiment que beaucoup de lecteurs sont assez sidérés par ça, par l'aspect... alors le féminisme, le transactivisme, etc., oui, on voit, on se fait une idée,
Mais mon couple, ma sexualité, ma vie conjugale, je me suis très peu posé de questions et j'ai voulu essayer de lui donner un panorama un petit peu, explicatif. Alors, c'est intéressant que tu utilises le terme, explicatif parce que dans ta première partie, ce qui m'a marqué, c'est que c'est quasiment scientifique, quoi. C'est que de la biologie. Hem, Paradoxalement, est-ce que tu trouves qu'on n'étudie pas assez, la Ouais. biologie, aujourd'hui? Tu trouves que c'est une matière, qui est un peu, délaissée? Bah, c'est même plus que délaissé, en France, c'est assez dramatique. Si c'est pas considéré comme un truc fasciste, par nos universitaires, ce sera, complètement ignoré par Monsieur Moyen, puisque Monsieur Moyen, il est victime de la enfin, il a affaire à la production culturelle, la plupart du temps progressiste, made in France, machin, où on nous explique que les êtres humains sont des feuilles vierges, on peut écrire ce qu'on veut dessus, enfin chacun, est ce qu'il veut, maintenant d'autant plus. Être un homme, être une femme, ça n'a aucun sens, on fait ce qu'on veut et quand on s'intéresse un tant soit peu à la réalité, biologique de nos je sais pas, de nos cousins chimpanzés ou de nous-mêmes, hein, on se rend compte qu'il y a énormément de connaissances qui ont été amassées, de données, de choses qui prouvent de manière, éloquente que nous sommes complètement le produit de nos hormones, de nos gènes, d'un programme, si détraqué soit-il, parce que nous sommes une espèce domestique, ça c'est très important et donc ça a des conséquences énormes. Mais n'empêche que c'est pas interdit quand même de comprendre ce qui nous anime, ce qu'on doit devenir, pourquoi on est comme ça, pourquoi on a ces peurs, pourquoi les sentiments nous aliènent complètement. Enfin, il faut comprendre ces choses-là. Parce que là, on est dans un jeu, mais on connaît pas les règles et on joue un peu au hasard. Et à mon avis, alors faut pas trop réfléchir, ça réussit pas à certains, mais quand même, sur ce genre de questions, c'est pas interdit de prendre du recul. Un autre sujet, qui revient, beaucoup dans ce livre et qui peut-être fait plus, écho à tes précédents travaux, c'est celui de la natalité. Parce Mmh. qu'il y a des passages où tu expliques vraiment, qu'est-ce que la natalité, pourquoi la natalité est importante et surtout pourquoi il est contre-intuitif de ne pas vouloir d'enfant. C'est un Ouais. Bah oui, la mission d'un être vivant, la seule mission qu'il a simplement, c'est de se perpétuer. C'est il a un code génétique en lui qui lui vient de ses parents et de ses ancêtres, et cetera, depuis 4 milliards d'années à peu près, hein. Les algues bleues, ça a commencé comme ça et à chaque fois, il y a eu cette perpétuation. Si on est là, c'est qu'aucun de nos ancêtres, ça fait une longue chaîne, n'a failli dans cette mission. Et là, d'un coup, heu, alors ça peut arriver qu'on ne puisse pas en avoir, il y a tout un tas de raisons possibles, mais surtout, là, aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas en avoir. Alors Jean Célestin déconstruit, qui pense que le bilan carbone de l'enfant sera pas bon. Machine qui préfère, s'amuser en soirée et rire avec les copines, parce qu'un enfant c'est chiant, c'est des responsabilités, c'est beaucoup de temps et on n'aime pas ça les responsabilités. Il y a quantité d'explications possibles, peut-être l'effondrement de la religion, peut-être, enfin je sais pas. Il y a beaucoup de facteurs qui correspondent, mais en tout cas, il y a une forme de plus que de la décroissance. Il y a une forme de population qui est un petit peu à bout d'elle-même et qui voit pas l'intérêt de son propre renouvellement. Qui se dit, «On est les derniers», bah, c'est exactement comme font nos gouvernants. L'héritage, c'est génial, on profite à mort et après on s'en fout. après moi D'ailleurs, la idéologie. plupart de nos gouvernants n'ont pas d'enfants. C'est un critère assez intéressant aussi et là, pourtant, la vision du monde est extrêmement différente selon qu'on ait un enfant ou pas Bien sûr. et d'être gouverné par des gens qui n'ont pas d'enfants m'a toujours un petit peu préoccupé à ce titre-là. Comment t'expliques, parce que c'est un sujet qui revient aussi beaucoup dans ton livre, comment t'expliques l'offensive de la bourgeoisie, dominante justement sur les relations, hommes-femmes? Alors il y a c'est vraiment une vieille lune de se dire, de toute façon cette bourgeoisie vit dans son petit monde-là. C'est déjà elle qui a amené le féminisme à la Sim de salon, à la Simone de Beauvoir en disant: «Il faut, voilà, les femmes au travail», mais elle voulait dire, le travail de la haute bourgeoisie. Elle voulait pas parce que les femmes travaillaient à cette époque-là, elles étaient à la ferme, elles étaient, domestiques, elles bossaient dans des usines, dans des conditions épouvantables, faisaient les ménages et machin. Elles travaillaient très dur. Et les féministes se sont rendus compte de ça après coup. C'est-à-dire: «Merde, le monde du travail n'est pas si libérateur que ça» et surtout quand ça devient une injonction. Quand on dit aux femmes, «En fait, si vous travaillez pas, si vous sacrifiez pas votre enfant au travail, vous êtes pas vraiment féministe, vous êtes pas vraiment moderne, libérée» et cetera. Donc
Quand c'est une injonction, quand c'est une obligation, bah, c'est que l'émancipation, elle sent déjà pas très bon. Simone de Beauvoir le disait explicitement, si on leur laisse le choix, elles vont préférer l'enfant, elles vont préférer rester à la maison, les relations sociales. Et donc, elle disait, donc il faut pas leur laisser le choix. Il faut que Ce voilà, que tu expliques être au boulot. naturel Voilà, dans ta première partie. voilà, exactement. Et alors, il y a des tendances statistiques, il y a des femmes qui vont préférer sacrifier tout à leur carrière, c'est comme ça. Mais ce qui est préoccupant, c'est que une force idéologique qui tient la plupart des médias de ce pays, qui tient la plupart de la production culturelle, des universités, essaie de tordre les désirs fondamentaux de nos concitoyens pour leur bien. Ça, c'est le message qu'ils donnent, mais en réalité, c'est pour leur pouvoir à eux. C'est pour avoir une influence directe sur la population. Alors, il y a plein de raisons possibles. Le féminisme, comme le mouvement libertin, est un mouvement en réalité qui est très puissamment soutenu par des hommes, dans leur intérêt. Le libertinage, les hommes disaient en gros aux femmes, soyez beaucoup plus disponibles et ça va être mieux. Et évidemment, c'était dans leur intérêt. Et le féminisme à la Harvey Weinstein, ou des gens charmants comme ça, c'est un petit peu aussi dans leur intérêt direct. Et malheureusement, il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont aveuglées par ça, qui sont sur Netflix, etc., et qui vont suivre ces mouvements-là. Mmh. La libération de la femme Voilà. comme un nouveau marché. Sans voir que les conséquences sont un petit peu plus profondes que Ouais. ce que l'on veut bien leur dire. Il me semblait qu'il y avait aussi c'est une lecture un peu plus cynique de, par exemple, certains concepts comme la contraception. Ou Oui. comme c'est un nouveau marché et finalement ça profite aux hommes. J'aimerais revenir sur une expression que tu as dans le livre, c'est la chasse aux mères. Parce que tu dis qu'on assiste aujourd'hui à une chasse aux mères. Pourquoi la mère fait peur à nos sociétés? Alors la mère est une figure qui est très gênante à plus d'un titre, parce que c'est l'assignation de la femme au rôle traditionnel. Vision, lecture progressiste. Donc c'est anormal, elle n'est pas libre. Si elle est mère, elle accomplit bêtement sa mission de femme. En gros, c'est ça qu'on va dire. Et en plus, la mère, elle est un être de pouvoir vraiment qui est complètement ignoré parce que elle a un pouvoir sur le clan, sur la transmission, sur la filiation, sur l'époux, sur le clan élargi, la famille de Lian, qui est vraiment vital. Sans ce rouage central, il n'y a pas le clan, il n'y a pas la société, tout simplement. Et les féministes, à mon avis, ont grand tort de résumer le pouvoir féminin à une conception masculine du pouvoir, une lutte de statut, de richesse, une compétition au travail, etc. C'est moi qui ai j'ai la plus grosse voiture. Et ce genre de truc très masculin, c'est à mon avis, une grosse erreur et un gros déni de la femme de pas voir qu'il y a une version féminine du pouvoir, comme de la sélection sexuelle, qui est aussi un pouvoir féminin majeur et qu'on essaie aussi de dénier avec l'émancipation. Quelque part, on voudrait que la femme soit un homme comme les autres. Et à défaut, ce sera aux hommes de devenir des femmes comme les autres. En tout cas, ça ne va pas. Il y a des individus différents qui ont des aspirations biologiques et ça va pas dans le cadre, c'est pas dans le cahier des charges du projet égalitaire où indifférenciation générale, machin égale machin, de partout, et là, on aura vraiment l'aboutissement du genre humain. C'est-à-dire en dépassant notre biologie et finalement notre humanité. Il y a une autre expression que tu dis dans le livre qui, je sais pas si elle est là pour la polémique ou si elle est vraiment justifiée. C'est tu dis que le féminisme est un grand rabaissement. Mm. Un peu contre-intuitif parce qu'on pourrait penser, en tout cas moi qui ai grandi dans la plus belle école, à savoir celle de la République, on m'a appris que le féminisme, c'était justement l'émancipation de la femme. Est-ce qu'il y a rien de bon finalement dans le féminisme? En tout cas, dans cette version moderne, pas grand-chose. Quand on pense libérer les femmes en déniant l'importance de leur consentement, en réalité, on les détruit, on les brise, littéralement. Quand on les force à mener une vie qui s'éloigne de leurs aspirations, c'est la même chose. C'est une aliénation. Donc évidemment, c'est un énorme rabaissement des femmes et aussi des hommes, évidemment, puisqu'ils sont priés de se déconstruire, comme on l'a dit aussi, et surtout de ne pas ressembler aux stéréotypes de genre qu'ils incarnent, et ce pourquoi les femmes les ont choisis et désirés d'ailleurs. Donc
on brise les uns et les autres et enfin, donc évidemment, c'est pas du enfin, c'est un acharnement biologique, contre notre espèce, D'accord. qui est assez fascinant. Mais alors du coup, est-ce qu'il faut plus être à l'écoute de la société ou de la biologie? Ou est-ce qu'il faut tracer une ligne entre les 2? Comment on arbitre entre ces tiraillements? Alors, on peut pas échapper à la société, on sait bien que notre réputation est vraiment, extrêmement importante. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut pas faire n'importe quoi sans que ça n'ait de conséquences. Donc il faut évidemment tenir compte de son époque, on est le produit de son époque, on peut pas échapper à ce qui se passe. Et c'est vrai que pour une jeune citadine aujourd'hui, qui est dans un groupe social, enfin, que je sais pas, qui veut faire du journalisme ou tel machin de sciences sociales ou je sais pas quoi, pour survivre dans un tel environnement, en gardant sa distance par rapport aux injonctions idéologiques, c'est extrêmement difficile. Donc il y a une pression très forte qui pèse sur les épaules de nos compatriotes, de nos concitoyens, par toute cette production culturelle, mais surtout par le groupe. Le groupe de pairs, c'est ce qu'il y a de plus décisif. On ne se rend même pas compte à quel point on se conforme au jugement des autres, on n'a pas envie d'être exclu, d'être désigné, d'être la fausse note. Et on a tendance à s'auto-persuader qu'on pensait comme ça. Et ça, c'est très pernicieux, c'est difficile d'avoir du recul par rapport à ça. Donc, il faut des deux, il faut être conscient de ce qu'est la société, de ce qu'elle nous veut, de ce pourquoi elle existe, de ce qu'on lui doit. On ne peut pas exister en dehors d'elle. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des règles très profondes, des lois très profondes qui nous régissent aussi. Hem, dans le chapitre, La toute-puissance de la barbe, tu as un discours qui est assez fort, que j'aimerais que tu expliques, parce que ça fait vraiment, prêche, quoi. Ça fait c'est une entre guillemets, une injonction à la vie. Tu dis: «Refusez la captivité, sortez, prenez l'air, quittez la ville, soyez impitoyables». Est-ce que tu peux expliquer et qu'est-ce que tu cherches à montrer en disant ça? Bah, que l'indocilité est une caractéristique, fondamentale de notre accomplissement. Là, pour le coup, l'indocilité virile, si on devait définir la virilité, ce serait cette indocilité, ce refus, de la soumission. Que qui que ce soit puisse nous posséder. C'est-à-dire, tu fais comme ça parce que je fais peser sur toi, je sais pas, l'injonction au suivisme, à la mode, au conformisme, le chantage, le fameux chantage à l'extrême droite, le chantage si tu es sceptique, tu es transphobe, tu es machin, tu es méchant, heu, le spectre de ta mort sociale. Et celui qui ne peut pas résister à ça, quelque part, il se fait du mal à lui-même. Parce que c'est pour ça que je dis qu'il faut être impitoyable. Il faut même être dangereux avec quiconque tente de nous posséder. Parce que s'il y arrive, s'il y parvient, même si c'est une machinerie gigantesque, etc., eh bien nous, on est un petit peu moins, on est un petit peu moins existant, on est un petit peu moins humain, un petit peu moins fier, un petit peu moins tout, un peu moins exemple pour nos enfants, etc. Donc c'est pour ça que j'ai des mots un peu durs dans ce chapitre pour dire vraiment la responsabilité que vous déléguez avec tant d'acharnement depuis que vous êtes né, il faut la reprendre. C'est le prix de la liberté, il est douloureux, il fait mal, il amène des ennemis, il amène des ennuis, il amène tout ce qu'on veut. C'est pas ce qui paye le mieux en ce moment, mais il faut pas hésiter une seconde à faire ce choix. Il vaut mieux vivre, comme disait l'autre, pas longtemps, mais un peu plus dignement. C'est-à-dire, il vaut mieux être debout dans la boue que lécher des bottes dans un salon. Je sais plus quel auteur disait ça, mais c'est assez bien vu. Et c'est vraiment ce que je préconise. Et là, pour le coup, n'importe qui soit tout en bas de l'échelle ou tout en haut, peut essayer de suivre ce conseil. Une autre, citation, qui m'a vraiment, marqué en lisant ton livre, c'est: «Avant d'envoyer vos enfants à la ville», encore une critique de la ville, c'est pas grave, «avant d'envoyer vos enfants à la ville ou à l'université, apprenez-leur la vie, ça vaudra mieux». Toi, Laurent Berton, c'est quoi la plus grande leçon que tu aies enseignée à tes enfants? Ah, c'est difficile, je l'ai peut-être pas encore fait, il y en aura peut-être, mais j'essaie d'être, exemplaire. Alors c'est toujours le mot est fort, le mot est beaucoup trop fort. On n'est jamais l'exemple parfait, on a des défauts. Moi, je fais partie de cette société, je suis dans Monsieur Moyen, je le suis même souvent et je m'en désespère et j'essaie de leur transmettre ça, cette idée que le caractère,
leur indocilité face à l'injonction est quelque chose d'extrêmement précieux. Et l'éducation nationale, le monde qui nous entoure, la culture dominante, n'a de cesse que de briser cette forme de résistance. Là, quand Brigitte Macron parle de tolérance et de bienveillance face à un type qui égorge votre professeur, elle veut dire vous prenez sur vous. La tolérance, c'est ça, c'est supporter une situation, voilà, flagellez-vous, et ça passera, ça ira mieux. Et en tout cas, de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire, donc faites avec. Et si un jour, c'est vous qui vous faites égorger, pas de chance. Faites-le en silence. Faites-le en silence, ouais. Vous n'aurez pas ma haine. Ce sera fabuleux, ça veut dire taisez-vous. Les réactions politiques sont vraiment instructives quand elle dit avec dignité. Ça veut dire vous avez respecté la minute de silence. Quand on vous dit ne cédez pas aux peurs, c'est exactement la même chose. C'est en gros faites comme si ça allait bien. Ouais. On sait que ça va pas bien, mais on va rien faire. Mais c'est important que vous fassiez semblant. Et ne les laissons pas nous diviser, qui est génial aussi, qui pareil, ça veut concrètement dire, enfin, diviser comment, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer, à qui on parle? On parle clairement à celui qui va dire à nos responsables politiques que ce sont des charlots. Donc on apprend à nos enfants, même pas sans parler de leur apprendre à se défendre, mais il faut leur apprendre la légitime défense à tous les niveaux. Dans la cour de récréation, mais moralement surtout, il faut qu'ils voient à quel point on essaie de les manipuler partout. Les influenceurs, les machins, enfin tout le contenu, eux ils sont innocents, mais rien n'est innocent dans le monde qui les entoure. Et il faut essayer, pas les soustraire à ce monde, on peut pas. Ils vont avoir tout ça, mais il faut les préparer à ça, les préparer à faire avec ça. Alors voilà, alors évidemment, je sais que certains ne font pas d'enfants à cause de ça, précisément en disant, mais un monde pareil... Oui, mais les anciens, en 14, ils bouffaient du rat dans les tranchées, ils ont fait des enfants. Et ceux d'avant, la peste, ils ont fait des enfants. Et on vivait dans des conditions de mortalité qui étaient hallucinantes. Il y a un gosse sur deux qui atteignait pas l'âge de 10 ans au Moyen-Âge, et on faisait des enfants. C'est vraiment... j'essaie d'insuffler, de ranimer la force vitale parmi les nôtres. Parce que même celui qui pense que tout est foutu aujourd'hui, c'est qu'il est déjà mort. Quand on pense ça, c'est que... Autant se suicider. Voilà, finissons-en. Ayons au moins ce courage ultime de sauter sous le TGV de 9h, et voilà. Donc j'essaie, voilà, l'enseignement majeur qu'on doit, à mon avis, essayer de passer à ses enfants, c'est le caractère. Réhabiliter cette rupture avec le troupeau, le fascisme domestique. Et maintenant, place au deuxième jeu. Et le deuxième jeu, ça va être une série de mots auxquels Laurent va devoir répondre un autre mot. Vous allez voir, ça peut être marrant. Un autre jeu, si je te dis, et là tu me réponds avec un mot, le premier mot qui te passe par la tête, si je te dis pas d'amalgame. Ineptie, Sexiste. raisonnablement. Non-binaire. Si. Islam. Religion, Peuple. moyenne, Politique. piège, Minute de silence. ineptie, Justice. inexistante, Histoire. intéressant, Europe. européen, Louis Boyard. terrible, terrible, c'est bien terrible. Antifa. Antifa, jeunesse, Oberton. à lire. Ok. Dans cette partie-là, on va parler de l'avenir. C'est un sujet sur lequel j'ai écouté beaucoup de tes entretiens et ça fait maintenant 4 ans qu'on se connaît. On a un peu de mal à t'entendre sur l'avenir, donc je vais te poser une question. Si tu étais chef d'État et que tu avais tous les pouvoirs, quelles seraient tes premières mesures et à quoi ressemblerait une France dirigée par Oberton Ier?
Alors j'essaierai de briser, énormément j'essaierai de rendre aux Français leur argent déjà, puisque l'État leur vole 1 € sur 2. Je considère que c'est du vol puisque cet impôt n'est pas librement consenti et que, ceux qui justifient l'impôt, c'est-à-dire notre sécurité et la protection de nos frontières, c'est un échec majeur et même volontaire. Donc, pour moi, cet impôt n'est plus légitime. Donc, d'urgence, je supprimerai le plus possible de dépenses dans ce pays. Je libérerai tous les secteurs que je pourrais libérer de cette emprise étatique, à commencer évidemment par l'information, par la culture, par tout ce qui conditionne les esprits. La fin totale des subventions, ce serait assez amusant à suivre. Donc mon mandat serait très court probablement, parce que j'aurais besoin de donner quelques dizaines de jours pour en finir avec tout ça. Il faudrait ensuite que, cette chose qui s'appelle le code pénal ne soit pas totalement obsolète, qu'on s'en serve un peu pour appliquer les lois, que les gens qui n'ont pas la qualité à être dans ce pays soient gentiment raccompagnés, ça dépendra d'eux, mais en tout cas soient raccompagnés à la sortie. Que tout soit assez fermement repris en main. Et ensuite, il n'y a pas pour moi de régime idéal, il n'y a pas de monde idéal, ça n'existe pas dans la société. Il y aura toujours des gens qui vont gagner plus, qui vont réussir, des gens qui n'auront vraiment pas de chance, qui seront malheureux. Ça, c'est une constante, c'est la vie. Il ne faut pas attendre d'un régime qu'il fasse ce qu'on doit, qu'il se substitue à nous, en fait. On a une mission à mener, c'est à nous qu'il faut penser avant tout. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'arrêter que l'État soit notre premier nuisible. Et donc on va continuer un peu dans cette idée un peu de futur proche. Quel clivage politique tu vois dans les prochaines années? Quelle place, quel électorat va aller à qui? Quel va être le discours dominant si on devait faire un peu de projection? Là, il y a une tendance qui semble pousser l'électorat vers les partis d'ordre, les partis anti-immigration, les partis de contrôle des frontières, de durcissement sur les questions de la sécurité. Après, ce sont des mouvements qui sont toujours difficiles à cerner parce que celui qui est dedans, qui regarde cette actualité tous les jours, qui s'informe, se dit mais comment ces gens peuvent encore voter comme ils votent? Mais on n'a pas conscience que Monsieur Moyen, qui regarde TF1, qui regarde M6, il s'informe pas de la même manière que nous. Et on lui fait peur. La peur est l'élément le plus déterminant du vote. Et à partir du moment où on lui dit que s'il vote mal, il aura la fin de tout ce qui lui reste, c'est-à-dire quand même son petit confort, son petit travail, son petit train-train, machin, où tout va vraiment cette fois-ci s'effondrer pour de bon, eh bien Monsieur Moyen, il a peur et il vote avec sa peur, donc il vote pour celui que les médias ont l'air de présenter comme le plus, disons, le moins incompétent, le plus à même de prolonger cette agonie. Donc, on va voter pour ses retraites, on va voter pour quelqu'un qui paraît le représentant idéal du Titanic un petit peu avant le naufrage. Et parce qu'on a peur, à mon avis, de regarder beaucoup de gens dans ce pays pensent qu'il faut être très ferme sur l'immigration, sur la sécurité, machin, faire tout ce qui n'est pas fait. Mais ils ont peur de tirer les conséquences pleines et entières de la situation, de regarder en face la situation, de se dire mais on est vraiment dans la merde. En fait, il faut le dire. Là, et ça nous fait peur. Donc, on aimerait bien voter pour ceux qui nous disent que ça va aller. Vous allez voir, on va voter des lois, on va continuer, ça va bien se passer. Après, je dis pas que les autres, ceux qui promettent de prendre l'État et d'être un meilleur maître, seront réellement meilleurs. Certains ont été très déçus. On a vu, des Mélanie, on a vu des Trump, on a vu des gens être élus, sans qu'il y ait des changements absolument de l'ampleur auxquels on les attendait. Donc, c'est une réponse militaire, une réponse... Ça, c'est pareil. Pour moi, il faut déjà, avant tout, pour qu'il y ait une possibilité de réponse, quelle qu'elle soit militaire, qu'elle soit de la rue, la révolution, le machin, ou même électorale, il faudrait qu'elle commence par un virage de beaucoup d'individus dans ce pays, qu'une contre-élite vraiment ferme, déterminée, voit le jour. Pour l'instant, on en est des balbutiements, il y a quelques informations qui circulent, quelques têtes qui dépassent, machin, mais c'est encore rien. Et il faut que cette force d'entraînement émerge, et elle pourra entraîner le pays, parce que le pays est pas loin du basculement, le troupeau est pas loin de changer de sens.
C'est pas le troupeau qui va tout faire comme d'habitude, ça va être la petite minorité qui saura le cornaquer et l'emmener là où il faut. Et lui, il attend que ça. Et peut-être que même dans les sphères, dans les médias, il y en a beaucoup qui attendent que réellement ça se fasse, que le banc de sardines change de direction et qu'on puisse enfin le suivre et se révéler avec lui. Donc c'est pour ça que je travaille avant tout sur l'individu. S'il n'y a pas de reconquête des esprits sérieuse, si il n'y a pas une émergence du courage, une réhabilitation de l'honneur, de la fierté, de la volonté de sacrifier notre vie à sauver la situation, il n'y aura pas de miracle venu d'ailleurs. Mais alors, on entend évidemment ce discours-là, mais plus généralement dans tes ouvrages, je pense notamment à celui de Big Brother, on sent que tu es assez dur, voire un peu cruel avec Monsieur Moyen, entre guillemets. C'est-à-dire que tu expliques que c'est un peu, c'est un peu de sa faute. Oui. Mais c'est assez courageux, c'est peut-être par excès d'électoralisme que les politiques ne le font pas. Ah oui, Mais c'est exactement pour ça que je peux pas faire de politique, parce qu'on est obligé de mentir, de séduire, de flatter l'électorat, de dire machin, vous avez été trompé, vous avez été. Ce sont uniquement les dirigeants qui. Non, le problème c'est aussi vous. Vous êtes là, vous avez des moyens de vous faire entendre. Moi, tous mes lecteurs viennent me voir en me disant alors, le constat, vous le faites, mais que faire? Qu'est-ce qu'on fait? Et déjà de poser la question est dramatique, parce qu'il y a énormément de choses à faire. Et qu'est-ce que vous faites concrètement, à part, je sais pas, partager des informations, écrire des tweets, machin, parler, râler? Pas grand-chose. Et on sait très bien que dans une situation d'urgence, si on pense réellement que notre civilisation est en jeu, on n'est pas à la hauteur. Pour l'instant, on n'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu. C'est pour ça que j'exonère personne de sa responsabilité. Alors ça fait pas plaisir à entendre. Moi-même, tous les matins, tous les jours, je suis dur avec moi. Je me dis, j'aurais pu faire beaucoup plus, j'aurais pu faire avant, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu être plus convaincant, je sais pas, j'aurais pu trouver des meilleures formules, mais j'essaye. Et je veux pas quand tout sera, enfin si jamais on n'y arrive pas, avoir ce regret-là, se dire au moins ayons le panache. On l'a fait à la Azincourt, on va en prendre une, mais c'est pas grave, on aura fait une belle charge. Il faut au moins qu'il y ait un moment qui se passe quelque chose. Et ça passe par une responsabilisation de l'individu. ah oui, complètement, complètement, parce que le problème de cette société, cette vie par procuration, de cette délégation démocratique de tout, c'est on est persuadé qu'un bulletin de vote va changer notre vie, alors que c'est totalement faux. C'est vous qui pouvez changer votre vie, mais le bulletin de vote, c'est un hochet qu'on vous agite tous les 5 ans sous le nez, et plus, parce qu'il y a plusieurs élections, mais c'est un truc qui est complètement biaisé, c'est un jeu, comme dans les casinos, c'est les machins où on met des pièces, et on perd tout le temps, enfin, ou alors si on gagne, on gagne pas longtemps, il y a une minorité qui va gagner, mais pas vous. Et les gens qui veulent gagner le font peut-être pas comme ils le disent, pour sauver le monde, mais pour avoir une place, pour avoir un pouvoir, pour avoir tout un tas de raisons assez personnelles. T'as pas peur qu'avec ce genre de discours, justement, tu entraînes pas un déni de démocratie, mais juste une baisse de participation aux élections? Ouais, je sais pas si, je pense qu'il y avait déjà un abstentéisme qui est très élevé, et je pense que c'est normal d'ailleurs, parce que de toute façon, on voit bien que la volonté électorale des gens n'est pas du tout respectée, qu'ils sont intimidés par la propagande médiatique et tout un tas de trucs. Donc, moi, je peux pas défendre ce jeu. Je peux pas dire, ouais, il faut jouer, c'est génial. Si je fais ça, je légitime une escroquerie. Que c'est quelque chose qui est pas du tout. C'est tout sauf démocratique, si on veut le sens réel du terme. C'est justement fait pour tenir le peuple le plus éloigné possible du pouvoir et être vraiment certain qui ne dérange pas ceux qui tiennent ce pays. Donc je peux pas cautionner ça, mais je dis pas que les militants, je sais pas, par hasard d'Éric Zemmour, par hasard de Marine Le Pen, n'ont pas raison de faire ce qu'ils font, parce qu'ils peuvent contribuer d'une certaine manière à populariser des discours, à faire circuler des idées, ce qui est une manière aussi d'éveiller les esprits. Donc je dis pas je condamne pas les agissements de mes semblables, mais juste je dis, si vous pensez que c'est la solution, vous vous trompez. Finalement, on en parlait tout à l'heure, dans tous tes livres, hein, que ce soit depuis les premiers tomes de Guérilla, même jusqu'à La France Big Brother, on se dit, est-ce que la solution,
lorsqu'on aura évacué toutes les autres solutions auxquelles on va faire face dans les prochaines années, est-ce que la solution, ce serait pas une partition du territoire, entre Français et étrangers, ou en tout cas et ceux qui ne veulent pas vivre, avec nous, sans, alors qu'on s'entende bien, je dis pas que, c'est de la ségrégation. Je dis juste qu'un modèle un peu à l'anglaise où chacun plus même à la libanaise, où chacun vivrait sous ses lois, sous sa juridiction et puisqu'on sait que des gens ne veulent pas vivre avec nous et puis je pense que c'est partagé. Est-ce que c'est pas une des solutions, une scission, une séparation du territoire? Bah, le problème, c'est que quand on fait ça, on le voit, hein, dans tout un tas d'endroits du monde, beaucoup de quartiers qui sont archi-communautaires. On va en Amérique du Sud, on va voir des clusters sécurisés, des machins, en Afrique du Sud aussi. Et quand on fait ça, assez vite, on se rend compte que bon, voilà, les blancs vivent dans leur machin archi-sécurisé, le problème, c'est que les autres populations, très vite, vont se dire: «Oui, mais ils ont plus que nous». Et c'est pas normal. Donc ils ont confisqué, ils ont pris. Et il y aura toujours des agitateurs pour tenir ce genre de discours, des LFI, des héritiers de LFI. Et assez rapidement, il y aura des pressions internationales et des machins et tout ça pour que ceux qui ont spolié, c'est-à-dire ceux qui vivent mieux que les autres, partagent. Que là, c'est pas normal, qu'ils s'attribuent, ils s'accaparent les richesses. En réalité, ils les produisent, mais on dirait qu'ils se les accaparent, etc. Et donc, ce sera très difficilement tenable à long terme, à moins que ça ait lieu partout dans le monde, qu'il n'y ait plus d'État, qu'il n'y ait plus de communauté internationale, ce genre de machin. Mais c'est vraiment très, très utopique. Pour l'instant, ça va se faire, ça se fait déjà, en réalité, ça existe. Le communautarisme bat son plein, c'est pas officiel, mais les frontières sont ouvertes, mais il y a des miradors partout, il y a des machins, il y a bientôt des sas d'entrée devant les écoles. Puis on fouille les sacs des Voilà, enfants. on fouille les sacs des élèves très dangereux de 6 et 7 ans, Blandine et Augustine à Versailles. C'est les pires. Et oui, il faut vraiment... Et parce qu'on se refuse à faire des amalgames, parce qu'on se refuse à simplement faire respecter la loi des frontières, que les gars qui rentrent dans ce pays, ça c'est un truc qui me sidère, mais soient considérés comme nos égaux, alors que nous et nos ancêtres, on a contribué pour ce pays, on a travaillé, on a payé des impôts monstrueux pour avoir ces services, ce niveau de vie, ces biens, et le gars qui arrive, il est à égalité, c'est-à-dire il n'a pas à payer de séance de rattrapage. Et une mesure pour le coup égalitaire serait de dire, si tu veux rentrer en France et profiter de ce pays, machin, c'est que tu vas payer une caution conséquente. Et là déjà, on aura sûrement beaucoup moins de candidats. OK. Donc bon, c'est une mesure comme une autre. Si un politicien veut la reprendre, je lui donne. Mais donc voilà, c'est difficile de faire de la prospection. De toute façon, la communautarisation est à l'œuvre. C'est un réflexe naturel. Ça a toujours lieu. Ça aura toujours lieu. Et il y aura des forts et des faibles, et ça continuera à péter. Donc si la séparation n'est pas nette comme celle d'un pays, d'une frontière, d'un continent, enfin, on peut imaginer tous les niveaux possibles, plus il y en a, mieux c'est, il y aura toujours beaucoup de problèmes. Et le troisième jeu, ma petite création originale, OG, les vrais se reconnaîtront. Faf ou pas faf? Vous allez voir, pas évident. Et enfin, le dernier jeu de cet entretien, le jeu bien connu de tous, faf ou pas faf. Je te sors une phrase et tu me dis si ça a été dit par un faf ou pas par un faf. Les peuples régis par l'islam seront toujours plus proches de nous que la France. Faf. C'était faf, puisque c'est le faf en chef, Adolf Hitler. La race est à la base de tous les phénomènes, les entités, structures et systèmes avec lesquels nous vivons. Je sais pas, ça, je dirais Hippolytaine ou Le Bon, ou quelque chose comme ça. Donc je dirais pas faf. Enfin, ça dépend. Vu de maintenant, si, faf. Mais... Et non, c'est pas faf, c'est Sounera Tobani, sociologue, Oh. féministe et antiraciste. Ah. Je suis convaincu que dans 50 ans, les gens ne penseront plus en termes de pays. Ça me parle, ça. Je vais dire faf, mais J'espère que ça te parle pas, puisqu'on est sur Joseph Goebbels. Oh. Ah non, je retire, ça me parle pas. Est-ce qu'on peut le considérer comme faf? Oui, après, ça, c'est des questions en interne qu'ils avaient eux aussi. Le seul remède à la discrimination passée est la discrimination aujourd'hui.
Paf. Paf, c'est Ibram Kendi, directeur du Centre de recherche antiraciste de l'Université de Boston. D'accord. Un gros monsieur. La démocratie est belle, en théorie. En pratique, elle est une chute dans l'absurde. La masse du peuple est inconsciente, elle doit être dirigée. Faf? Bien sûr, Mussolini. Mmh. Le voile est répugnant et obscène. Allez, je vais dire paf par contradiction. Jean-Luc Mélenchon. Sur le plateau de On n'est pas couché. La hiérarchie des langues correspond rigoureusement à la hiérarchie des races. Hiérarchie des langues. Faf? Oui, Arthur Joseph de Gobineau. Ah oui, oui, d'accord. Voilà, qui est quand même le faf en chef, puisqu'il Oui, a oui, inventé c'est le vrai concept que de race. ouais. C'est ce que nous apprennent précieusement les Kurdes, de défendre son peuple, sa culture et son identité. Paf. Pafaf. Raphaël Arnaud. Vraiment Paf. le pafaf par Ouais, excellence. paf. J'avais le fantasme de décharger un revolver dans la tête de n'importe quel pip qui se mettait en travers de mon chemin. Ah, ça dépend du bip. Ouais. Allez, on va dire paf. Pafaf, c'est le docteur Haruna Kilanani de l'université de Yale en avril 2021. Évidemment, le bip, c'était les Blancs. Sur certains sujets, c'est vrai que les Français n'ont peut-être pas l'expertise suffisante pour y répondre. Paf. Pafaf, Adélaïde, nom très compliqué, directrice générale de l'Institut de sondage BVA. Et enfin, mon avant-dernière, Charlie Hebdo est sioniste et ami des puissants. Alors là, paf, mais Et oui, c'était Youssef Boussouma, membre dirigeant du Parti des Indigènes de la République. Et mon dernier, je suis contre le paradigme du débat et je l'assume. Il faut reproduire la censure pour que les opinions justes prennent le pouvoir sur les opinions injustes. ça c'est lagaznerie, je crois. Donc on est Très plutôt très bon. anti-faf. Anti-faf, carrément. Merci Laurent Berton. Avec plaisir. Merci à tous d'avoir suivi ce premier numéro de l'Inquisitalk. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous avez aimé? Vous avez pas aimé? Vous avez détesté même? Ce serait un peu chelou d'être resté jusqu'à là. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Vive la France et vive ce qu'il en reste. Merci à Laurent d'être passé nous voir. Et à très vite pour de nouvelles aventures. Time!